Pour moi, Claude, on est en échange. C'est pas un stagiaire qui produit et je relis à la fin. Ça me semble important que Claude, pour pouvoir sonner comme moi, pour pouvoir aussi répondre dans ma ligne, il faut qu'il parte de mon manifeste parce que sinon, on a quelque chose de complètement banal. Et puis ensuite, il y a évidemment mes règles de comment j'interagis avec lui. Alors, il y a des gens qui lancent Claude et qui le laissent tourner pendant toute la nuit. Moi, il n'est pas question qu'il fasse quoi que ce soit si je lui tiens pas la main, en fait. Avant de démarrer, je dois vous parler de Weglot, le sponsor de l'émission sans qui ces épisodes ne seraient pas possibles. Et c'est un partenaire particulièrement bien placé pour un podcast sur l'IA. Dans une étude que je vous mets en description, Weglot a analysé 1,3 million de citations générées par les LLM. Et ce qu'ils ont trouvé est assez frappant. Britannica, par exemple, une des sources les plus citées au monde par les LLM, perd 55% de son trafic dès lors qu'une recherche est effectuée en français. Et tout ça parce que les IA privilégient le contenu dans la langue des utilisateurs. Donc si votre contenu n'existe que dans une seule langue, vous passez à côté d'une partie de vos clients et des IA qui les informent. C'est là que Weglot entre en jeu. Weglot vous permet de traduire votre site en 110 langues sans jamais toucher au code. C'est 100% français et déployé dans plus de 100 000 entreprises dans le monde. Et pour les auditeurs d'AI Club, ils ont un deal spécial. 3 mois offerts avec le code AI Club X Weglot sur les 3 premiers mois, valable jusqu'au 31/12/2026. Je vous mets tout ça en description et on se retrouve pour notre épisode. Salut Laura, bienvenue dans AI Club. Salut Eric, merci beaucoup de ton invitation. Très content, c'est pas la première fois qu'on enregistre ensemble pour la petite histoire, donc moi je suis très à l'aise et très content de te recevoir puisque c'est toujours des masterclass avec toi. Donc voilà. Et en plus de ça, c'est le premier épisode où en fait on va parler un petit peu plus de Claude Cowork, dont on a entendu parler à toutes les sauces et pour lequel des fois je me dis en fait c'est quoi un peu les usages concrets que peuvent avoir les personnes parce que entre ce qu'on voit et ce qui est réellement efficace, utile, il y a parfois des gaps. Donc, je suis très heureux de te recevoir là-dessus, d'autant plus que le use case un petit peu qui supporte ton usage de Claude Cowork, c'est ton podcast que tu as lancé. Et d'ailleurs, tu me disais que sans l'IA, tu ne l'aurais pas lancé. Ah non, clairement, en fait, ça m'aurait pris trop de temps. Ça faisait plus de 2 ans que j'avais l'idée de ce podcast. Je savais exactement l'angle, le format, qui je voulais inviter. Et en fait, il y a 2 éléments sur lesquels l'IA m'a permis d'aller beaucoup plus vite et donc de enfin sortir du bois. Et c'est quoi un petit peu là pour toi là les bloqueurs que tu avais avant l'IA, tu vois, sur les parties qui vous fait prendre du temps? En fait, il y avait 2 éléments. Il y a d'abord, je voulais absolument mon quiz sur le système de décision des dirigeants. Et ça, il y a déjà 6 mois, grâce à Claude, on n'était pas encore en cowork, j'ai enfin réussi à le sortir parce que ça m'a fait gagner beaucoup de temps, ça me l'a créé en HTML, etc. Et ensuite, c'était vraiment les recherches biographiques sur les invités parce que j'ai décidé d'aller à l'encontre de tous les podcasts d'interview du marché ou presque, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui le font pas. Mais moi, je présente mes invités sur une biographie relativement longue qui permet d'illustrer justement les grandes décisions de vie qu'ils ont prises. Ah, intéressant le concept. En tout cas, on mettra l'émission en descriptif et puis on va soulever un petit peu le capot et voir un petit peu comment est-ce que tu utilises l'IA justement dans ce cas précis. Est-ce que tu as eu finalement tu as eu un déclic à partir du moment où tu as pu créer ce lead magnet quelque part, ce questionnaire et ça a été quoi un petit peu les premières étapes pour toi pour te dire OK, c'est bon en fait là je peux monter mon podcast et voilà un peu comment je vais le structurer en tout cas dans sa phase d'architecture pour ensuite le produire. En fait, au départ, j'ai fait un bootcamp de stratégie. Tu sais, quand on est solopreneur, il faut toujours se former, se challenger. Enfin, j'ai pas mon propre sparring partner. Enfin, j'ai besoin moi aussi d'un sparring partner. Donc, il faut. Et donc, dans ce bootcamp, j'avais été pas mal challengée sur mes contenus et sur le fait que le fait que j'avais que des contenus écrits. Je produis énormément de contenu, mais c'était que de l'écrit. Et en fait, ça me coupait de gens dont c'était pas le médium en fait, l'écrit, et qu'il fallait que je diversifie aussi les canaux. Ajoute à ça le fait que les LLM adorent YouTube. Alors elles adorent Reddit, j'ai pas le temps. Elles adorent LinkedIn, j'y suis. Et elles adorent YouTube, et ça, je pouvais y être, en fait.
Donc ça, c'était aussi les petits pics qui m'ont dit là quand même il serait temps. D'autant plus, pardon, que tu fais aussi pas mal d'interventions, que ce soit même dans les médias plus classiques ou dans d'autres podcasts. Enfin, c'est quelque chose sur lequel t'es pas en découverte totale. Non, et puis c'est vrai que j'ai pas de. Alors, je déteste me regarder, mais je sais que voilà, il faut en passer par là, donc j'ai pas non plus un énorme blocage au fait de me filmer, de m'enregistrer. Il y avait pas de sujet. C'était vraiment une question de temps. De me dire la façon dont je veux le faire, ce podcast, je voulais que ce soit, tu vois, je l'avais vraiment dans ma tête en fait. Je l'avais vraiment projeté dans ma tête. Je savais que je voulais tourner en studio, je savais que je voulais utiliser ce quiz, je savais que je voulais faire énormément de recherches sur mes invités pour pouvoir vraiment aller confronter en fait, aller creuser des moments de décision importants et leur poser, j'espère, des questions que personne n'aura jamais posées en fait, parce que c'est bien ça l'idée quand même, c'est d'avoir mon angle, mon originalité, d'apporter des choses à mes auditeurs et mes spectateurs. Donc je savais qu'il me fallait beaucoup de recherche. Ça, c'était la première chose. Et je savais qu'il me fallait aussi vraiment rentrer dans les réponses qu'ils faisaient au quiz pour challenger la cohérence entre leurs réponses au quiz et leur vraie vie, tu vois. Et donc illustrer tous ces moments-là. Et là, c'est là que Claude Cowork est entré dans ma vie. Ouais, clairement. Parce que quand tu dois le faire sur une personne, ça va. Mais quand tu dois le faire sur 15 personnes pour avoir un stock d'épisodes suffisant, c'est là où ça coince. D'autant plus que, comme tu l'as dit, bah oui, tu as une activité à côté. Donc forcément, il faut réussir à gagner, à compresser ce qui est possible de compresser. Donc comment il se présente un petit peu ton cowork, ton setup aujourd'hui dans les grandes lignes, et pourquoi tu l'as structuré comme ça? Alors moi, mon Claude Cowork, j'ai un About Me extrêmement riche parce que je pense que c'est vraiment la base et ce qui fait que Claude est le plus pertinent possible pour me comprendre et me ressembler. Ensuite, c'est assez classique. Hein, j'ai donc des projets. Évidemment, bon, j'ai un fichier archive parce qu'à un moment donné, il faut bien archiver tout ce que je produis avec. D'autant plus que moi, je fais beaucoup de brouillons avec en fait. Donc j'ai évidemment un archive. Donc j'ai le projet, j'ai un dossier de template, mais en fait je me rends compte que je l'utilise assez peu. Je suis d'ailleurs en train de me demander si je vais pas l'enlever parce que je préfère mettre les templates au sein de chacun des projets parce que j'ai des projets qui ont rien à voir les uns avec les autres. Voilà. Et puis j'ai évidemment le Claude Output, le fameux, de façon à ce que Claude n'écrive que dans un seul dossier. Il y a une seule chose qui peut changer dans les autres, c'est son claude.md, donc son fichier d'instruction que j'ai évidemment dans chacun des dossiers et des sous-dossiers. Ça te va si on passe derrière ton écran là pour voir un petit peu comment tout ça s'organise? Je pense que le premier truc qu'il faut que je vous montre, c'est quand même mon Claude, mon About Me, pardon. Moi, j'ai un About Me. Alors, comme je suis énormément, tu sais, moi, je suis une boulimique de newsletter puisque j'en rédige 2 moi-même, mais je suis une boulimique de newsletter et donc mon About Me, il résume 3 créateurs qui sont très forts en IA, 3 Français d'ailleurs, même si l'un d'eux écrit en anglais, Benoît Raphaël, Ruben Acide et Marjolaine Grondin. Donc, tu as pris de l'inspiration des 3 pour le construire? J'ai pris de l'inspiration des 3, exactement. J'ai pris de l'inspiration des 3. Donc, tu vois, alors par exemple, le copywriting et le marketing genius, ça vient directement de Ruben. C'est des fichiers qu'il avait mis à disposition, qui sont super chouettes. Tu vois, le anti AI writing, c'est un mélange entre Benoît et Ruben. Donc c'est toutes les règles que Claude doit suivre quand il rédige quelque chose. Donc on lui interdit évidemment le tiret quadratin, les constructions antithétiques, etc. Moi j'ai rajouté 2-3 trucs dedans qui me sont propres. Mon manifeste, parce que moi j'ai rédigé un manifeste sur voilà mes convictions, ce que je défends, etc. Et ça me semble important que Claude, pour pouvoir sonner comme moi, pour pouvoir aussi répondre dans ma ligne, me suggérer aussi, tu vois, typiquement sur les questions qu'il me suggère, il faut qu'il parte de mon manifeste parce que sinon on a quelque chose de complètement banal. Bah creux, ouais, qui est interchangeable. Enfin, c'est pas ta voix. Exactement. Et puis ensuite il y a évidemment mes règles de comment j'interagis avec lui. Alors ça c'est chacun fait comme il veut. Tu vois, moi par exemple je déteste. Il y a des gens qui lancent Claude et qui le laissent tourner pendant toute la nuit. Moi, il n'est pas question qu'il fasse quoi que ce soit si je lui tiens pas la main, en fait. Parce que je veux toujours réorienter, tweaker, tu vois, m'assurer. Pour moi, Claude, on est en échange. C'est pas un stagiaire qui produit et je relis à la fin. Tu vois, et on va en reparler, je pense. Évidemment, qui je suis. Hein, donc là, j'ai un qui je suis, ma plateforme de marque aussi complète, et puis ma voix.
qui a été construite à partir de plusieurs questionnaires que j'ai trouvés dans les créateurs dont je t'ai parlé, et que j'ai consolidé après l'avoir relu et un petit peu corrigé. Donc tu vois, il y a quand même un gros bon, évidemment, j'ai fait un Claude MD pour qu'il s'y retrouve, mais ça c'est le premier truc que je voulais vous partager parce que je trouve que ça va un peu plus loin que ce que les gens font d'habitude. Ouais, j'allais te dire là, juste, est-ce que tu peux repartager là le dossier About Me. Donc, pour ceux qui ne regardent pas l'épisode et qui l'écoutent sur les plateformes type Spotify ou Apple Podcast, bon, déjà, je vous invite à regarder sur YouTube, ça sera quand même beaucoup plus simple. Mais surtout, donc là, le dossier About Me, c'est un dossier dans le projet. Dans lequel donc on retrouve différents niveaux de détails te concernant, donc que ce soit sur ta voix, sur les règles de copywriting, sur ton manifeste, etc. Petite question là-dessus, qu'est-ce qui fait que, enfin, j'imagine que tu as fait des tests et que tu as pu aussi voir les avantages et les inconvénients de découper autant ce fichier versus avoir un fichier trop gros. Est-ce que, en gros, dans ton Claude.md, à chaque fois qu'il va ouvrir une session, il va consulter l'intégralité des fichiers, ou est-ce que il y a une partie dans des cas très précis qui va être consultée, justement par rapport à cette réserve de contexte qu'on peut avoir? Non, par exemple, tu vois, quand je lance une recherche d'invité sur le podcast, il va pas lire mon About Me. Il a pas besoin. C'est seulement quand il va commencer à produire des choses qu'il doit lire. Donc en fait, j'ai un Claude MD évidemment global du Claude Cowork qui lui donne ce genre de règles. Et au sein de chacun des projets, parce que là c'est le About Me, mais comme je l'ai dit, j'ai aussi un dossier projet dans lequel j'ai un sous-dossier par projet avec un Claude MD et puis des documents relatifs à chaque projet. Ça lui dit à quel moment il a besoin d'aller voir le About Me en fait. Et sachant que c'est tu vois des choses comme mon manifeste ou comme mon template entreprise, etc. Tout ça, on l'a pas dit, donc ça se voit à l'écran. Mais maintenant que tu as parlé des auditeurs, j'y pense aussi. Tout ça est évidemment en fichier .md en fait. Moi, j'ai quasiment 100%, à part quand c'est pertinent, qui voit aussi le rendu visuel. J'ai quasiment à 100% du .md par. Est-ce qu'il y en a peut-être un en particulier, tu te dis ça peut être intéressant rapidement de le parcourir pour qu'on voit un petit peu le niveau de détail, parce que c'est toujours la richesse justement de jusqu'où on va. Si tu dis bah voilà, je suis Laura, je suis sparring partner de dirigeants, j'ai tel âge, je suis basé à dans telle ville, etc. C'est un about me, mais enfin en tout cas c'est une fraction de ce que tu es, et jusqu'où du coup tu vas pour lui donner quelque chose qui lui permette de créer voilà un output de qualité. Alors ça c'est mon qui je suis. Donc déjà des trucs bêtes, mais je lui donne mon nom, la ville dans laquelle je vis, donc voilà, mon identité, ma mission, mon positionnement, mon expertise réelle, mon système de travail, mes canaux, mon écosystème, ma semaine type, mes priorités du moment, mes points de friction, ce que Claude doit savoir sur moi. Enfin, tu vois, c'est quand même voilà. Donc j'ai aussi des choses plus personnelles, tu vois, ce que Claude doit savoir sur moi. Parfois, je vais pas je le laisse pas trop à l'écran parce qu'il y a plein de trucs perso, mais c'est aussi quand j'utilise, parfois j'utilise aussi Claude par exemple pour créer des exercices pour mon petit homme qui passe le brevet, tu vois. Donc ça, Claude, il faut qu'il le sache que de temps en temps, je vais lui demander des trucs qui ont rien à voir avec la choucroute, mais c'est normal parce que justement donc en fait donc ça typiquement voilà, c'est mon qui je suis que je trouve qui peut être intéressant. Après, on peut partager aussi l'anti-AI writing. Ça, je trouve qu'il est intéressant parce que il va un peu au-delà de juste des règles d'écriture en fait. Tu vois, donc bon, il y a l'éthique LLM, ça c'est sûr, mais tu vois des choses comme ancre-toi dans une voie, méfie-toi des patterns automatiques. Alors ça, en l'occurrence, je t'ai dit, il y a du Ruben Acid, il y a aussi Benoît Raphaël, il a un groupe WhatsApp, en fait, il a une communauté des gens qui ont pris ses formations et tout, et c'est un des mecs de la communauté que je salue, qui avait aussi partagé des choses. Donc en fait, tu vois, moi je prends le meilleur partout où il est, et je pense qu'on est dans cette phase de construction permanente en fait encore, tu vois, sur l'IA. Donc et c'est pour ça que je suis à l'affût dès qu'il y a un truc nouveau, je me demande si je peux pas améliorer. En fait, pour moi, il y a rien qui est écrit dans le marbre dans aucun de mes fichiers MD, tu vois. Et
Et tu vois, bon, typiquement dans mon anti-AI-writing, je mets que il faut pas dramatiser, que il faut pas des trucs trop corporate. Alors la construction antithétique, ce qui est un drame pour moi, parce que moi, mon style, j'écrivais en construction antithétique, donc. Oui, il y a plein en fait de best practices de copywriting qui ont été encodées dans l'IA et qui du coup aujourd'hui ne sont plus utilisables. Voilà, tu vois, la règle de 3, moi quand j'ai commencé à apprendre à écrire en rédaction en primaire, on me disait la règle de 3, c'est les discours du général de Gaulle, on parle en règle de 3, c'est ce qui est le plus efficace en fait, tu vois, et on peut plus maintenant, c'est terrible. Donc voilà, donc je lui donne beaucoup d'exemples. Je pense que ça peut-être aussi c'est un message qu'on peut passer, c'est qu'en fait tu vois le avant-après, quand je donne dans ce document donc ce que je ne veux pas qu'il fasse, je lui donne voilà ce qui me paraît pas bien et donc voilà comment tu devrais l'écrire. On va prendre un exemple. Ce quartier vibrant, niché au cœur de la ville, offre une expérience remarquable. Donc tu vois toutes les emphases hyper promotionnelles. Et moi je préfère qu'ils disent le quartier est proche du centre et compte une vingtaine de restaurants. Donc beaucoup plus factuel, etc. Mais le fait de lui donner un exemple, ça aide beaucoup. Donc si vous voulez commencer à donner des instructions à vos IA, d'ailleurs ça marche pas qu'avec Claude, hein, c'est vraiment important de voilà. Et sur la construction de ces fichiers-là, parce que on le voit à l'écran, il y a énormément de texte, c'est très fouillé. Donc est-ce que, t'es de quelle école? T'es de l'école où en fait tu vas te dire c'est bien, c'est l'exercice dans lequel je vais pouvoir formaliser ma pensée, mes convictions et donc je vais écrire par moi-même. Ou bien est-ce que tu es plutôt dans l'interaction avec l'IA en disant pose-moi 50 questions sur tel et tel sujet et ensuite tu transformes ça du coup en fichier MD par la suite pour nourrir ton contexte sur Baopmi. Alors moi j'ai fait deux choses. Je suis partie de questionnaires. Ruben en a proposé un par exemple. Je suis partie, comme je te le disais, de copier-coller de ce que j'avais glané à droite à gauche ou dans des groupes WhatsApp. Et ensuite je lui ai donné plein de choses que j'ai écrites moi. Je lui ai donné, tu vois, à lire. Et je lui ai dit, voilà mon vrai style, voilà mon style. Qu'est-ce que tu en comprends en fait? Donc en fait, il a aussi rajouté des choses qu'il a identifiées que moi j'aurais pas identifié. Après le questionnaire de Ruben, il y a une centaine de questions, donc il fait vraiment ta voix. Donc tu as besoin d'y passer aussi un petit peu de temps là. J'imagine que tu prends facile 2-3 heures. Ah mais oui. De toute façon, c'est un investissement. Le temps qu'on passe à set up son Claude Cowork. Alors le gros avantage, c'est que quand on l'a pas dit, hein, mais parce qu'en plus là je vous montre des copies d'écran de fichiers ouverts, mais en fait le Claude Cowork c'est un dossier sur votre ordinateur, ce qui veut dire que c'est des fichiers qui sont à vous et que vous avez même pas besoin de les exporter si vous voulez les transférer à une autre IA. Ça c'est quand même hyper important de le dire aussi. Ça veut dire que c'est vraiment extrêmement portable. Il n'y a pas de problème de portabilité sur Claude Cowork. Donc oui, c'est un investissement temps. Mais pour gagner beaucoup de temps derrière, parce que moi, même si il y a des trucs où il y a peut-être 50%, 60% d'IA dans certains des trucs que je produis, il y en a où il y a zéro. Tu vois, ça varie en fait. Mais c'est vrai que le fait que ce soit, le fait que j'y ai passé autant de temps, c'est parce que je savais que j'allais gagner beaucoup de temps derrière en fait. Et sur le Claude, je suis d'accord là-dessus. Il faut investir et construire un petit peu son architecture pour pouvoir la transférer d'une IA à l'autre. D'ailleurs, tu me disais qu'au tout début, tu utilisais Dust et finalement pour toi, c'était trop rigide. Donc, voilà, t'avais migré. Donc, ça illustre bien ton propos. Oui. Et en fait, je pense que Dust, c'est génial quand tu es une entreprise avec plusieurs salariés, que tu dois partager des données, que tu dois partager des agents. C'est quand même hyper flexible parce que tu vois, tu peux switcher de modèle, etc. Donc, je pense que c'est super à partir de la PME. Ou même la TPE, mais moi, pour mon usage, le problème de Dust, c'est que les agents sont extrêmement rigides. Une fois que tu leur as donné des instructions, tu peux pas, quand tu essayes de leur faire un truc un peu différent de tes instructions, il bloque en fait, et il est beaucoup moins performant. Alors que moi, qui est 2000 idées à la minute, et puis j'ai que moi, donc moi je peux changer d'avis en fait. Tu vois, ce qu'un employé de TPE peut pas forcément faire. Le fait que Dust m'empêche de changer d'avis, ça m'a beaucoup perturbé. Ouais, c'est un constat que j'ai fait de mon côté. Après, ça reste un très bon outil, et ils ont aussi l'avantage de pas nous embêter avec les limites de tokens, et ça c'est quand même appréciable. Et puis voilà, c'est hébergé en France. Enfin voilà, au niveau de la confidentialité, encore une fois, pour des entreprises, moi tu vois, je mets aucune donnée client. Moi je travaille pas, mais
mes dossiers clients, moi, c'est 100% dans ma tête. Enfin, il y a pas du tout je donne pas à Claude mes sessions avec les dirigeants que j'accompagne. J'ai pas besoin de l'IA, en fait, pour préparer mes sessions. Pas du tout. Quand je reçois un WhatsApp d'un dirigeant, heureusement que je demande pas à l'IA comment répondre, tu vois. Enfin, c'est pas du tout dans mon quotidien. J'utilise pas l'IA pour répondre à mes mails. J'utilise pas du tout l'IA pour le quotidien et ce sur quoi beaucoup de choses disent que ça leur fait gagner du temps, parce que moi, répondre à un mail, ça m'a jamais pris du temps, en fait. À la rigueur, voilà, tu peux le faire en dictée vocale et ça va entre guillemets plus vite, mais c'est pas de l'IA quoi. Mais c'est pas de l'IA, c'est de la transcription, effectivement, un peu intelligente. Mais moi, en plus, alors j'ai la chance de taper très vite, donc voilà, parfois, je mets moins de temps à taper moi la réponse. Et puis aussi, j'ai eu, voilà, comme j'ai eu plus de 200 personnes dans mes équipes à une époque, j'ai eu un nombre de mails incalculable. Je suis assez imbattable sur l'inbox zero. Eh bien, je te propose de parler aussi de ton Claude MD, parce que tu m'avais dit qu'il y avait des petites choses intéressantes à relever. Donc, j'imagine que tu vas nous repartager ça à l'écran. Ouais, je vais partager mon Claude MD. Déjà, un truc que j'ai découvert, alors c'est plutôt pas mal, hein, c'est que Claude Cowork, en fait, quel que soit d'ailleurs le modèle que tu utilises, hein, donc parce que évidemment on va parler de l'économie de token, hein, il vaut mieux utiliser le bon modèle pour le besoin. Si c'est complexe, Opus, si c'est moins complexe, c'est pas la peine, hein, il vaut mieux rester sur Sonnet, voire sur Haiku. Mais en fait, Claude, naturellement, va essayer d'économiser des tokens. En plus, moi, je lui donne la règle d'économiser des tokens. Donc, il faut l'obliger à lire les Claude MD des projets, parce que c'est arrivé récemment, alors pas sur Fable 5, mais sur Opus ou sur Sonnet, qu'il aille direct à la réponse à la question, et où là, je lui disais, mais tu délires, là, t'as rien lu. Et il me disait, ah oui, c'est vrai, t'as raison, j'ai pas lu, et donc il allait lire. Donc là, je l'ai changé récemment pour lui dire, tu lis déjà le Claude MD du projet, puisque à chaque fois, de toute façon, dans une tâche, je ne fais appel qu'à un projet. Hein. Ça peut arriver à la rigueur que la newsletter et le podcast Choisir sans renoncer se parlent, parce que voilà, c'est quand même, on parle des mêmes sujets, mais dans 99% des tâches, c'est un seul projet. Donc ça, c'est quand même hyper important. Et je veux que ce soit pas optionnel. Alors évidemment, après, je lui explique comment c'est rangé. Hein. Donc là, on a une architecture, c'est ce qu'on voit à l'écran. Là, c'est l'architecture. Voilà, ça c'est l'architecture de mon. Tu m'as demandé mon Claude Cowork comment il est organisé. Il est organisé comme ça. Et donc, je lui précise qu'il y a bien 2 projets Choisir sans renoncer, qu'il y a une newsletter et un podcast, parce que ça, ça fait partie des trucs. Je lui dis ce qu'il peut ou pas modifier. Je lui dis qu'il doit créer des sous-dossiers par projet. Je lui demande d'utiliser Ask User Question, qui est un skill intégré dans Claude, qui permet, en fait, c'est le Ask User Question, c'est le skill qui fait que vous l'avez peut-être vu passer sans connaître le nom. Parfois, Claude vous pose une question en QCM. Il vous fait des propositions, en fait, de réponses. Et ça, en fait, c'est une économie de token monstrueuse pour lui. Donc, je l'oblige, en fait, à passer par ça. Et je dis, par exemple, que voilà, s'il doit rien rédiger, c'est pas la peine qu'il aille lire la voix, le ton, tout ça, parce que s'il a rien rédigé, que la to-do list c'est seulement sur les tâches complexes, que les vérifications automatiques c'est quand moi je demande ou quand le risque d'erreur est élevé, que je veux pas de récapitulatif de voilà ce que j'ai fait, est-ce que tu veux autre chose, parce que ça aussi c'est de l'économie de token, hein, et que je ne veux pas qu'il lance Websearch ou Webfetch sans que je l'autorise. Parce que parfois, je ne veux pas qu'il aille prendre des choses en plus à l'extérieur. Je veux vraiment qu'il aille utiliser ce que moi j'ai produit et pas ce que le web a décidé, en fait. Parce que j'ai aussi des points de vue sur les choses, donc c'est aussi important. Et alors donc je lui donne des exemples de nommage de fichiers, ça c'est très important. Et je lui ai demandé, je l'ai lu dans une newsletter, je serais incapable de te dire laquelle, je sais plus du tout laquelle, donc je peux pas créditer, je suis désolée, mais que c'est super à la fin de chaque bloc qu'il y ait un document briefing reprise.md. Donc maintenant, dans chaque projet, j'ai un Claude MD et j'ai un briefing reprise.md. Ce qui fait que si tu t'interromps, comme moi en plus je fais des tâches, je t'ai expliqué, où il y a beaucoup de ping-pong, si je m'arrête, parce que moi je fatigue plus vite que Claude, hein, donc si je m'arrête à un moment donné, je lui dis là fais-moi un briefing reprise et je reprendrai une autre tâche. C'est aussi extrêmement utile quand tu veux découper la tâche pour ne pas consommer trop de tokens et que c'est long et qu'il n'ait pas à tout relire.
parce que je sais pas si tes auditeurs ou spectateurs le savent, mais quand Claude te répond, il repart du début de la conversation. Donc il y a des moments où il faut faire des cut-off. Ouais, complètement. La fenêtre de contexte, elle devient limitée et donc de toute façon, il va oublier les choses dont tu as parlé au début. Il va surtout se concentrer sur la fin. Donc voilà. Mais ça d'ailleurs, donc ce fichier là de briefing de reprise, il te le fait en automatique à chaque fois ou c'est toi qui il l'intègre à la fin de chaque conversation. Alors en fait, il se déclenche par rapport au truc que je lui ai demandé au début. C'est-à-dire que si jamais on a quand tu commences une tâche, moi je lui donne toujours un objectif à la tâche. Après on décide ensemble comment on va la découper et tout ça. Et donc par rapport à cette tâche, si on arrive au livrable qui correspond à cette tâche, alors il me dit je crée le briefing reprise. Si moi je m'arrête au milieu parce que je me rends compte qu'en fait ça prend beaucoup plus de contexte que prévu, alors c'est moi qui lui dis écoute, je veux commencer une nouvelle conversation, crée-moi un briefing de reprise. Ouais, donc ça va, il arrive à s'en rappeler quand même. Oui. J'ai plusieurs conversations où il l'a créé tout seul. Parce que sur Claude Code, là, j'étais en train de tester ça, mais là, c'est plutôt ce qu'ils appellent la fonctionnalité hook pour déclencher ça. Tu peux faire un hook stop, et donc en gros, c'est ce qu'ils appellent. Enfin, c'est comme si c'était une automatisation à l'intérieur de Claude qui se déclenchait en fin de conversation, et donc c'est un peu le même principe. Donc ouais, je voulais voir si rien que dans le Claude MD, ça permettait d'exécuter en tout cas cette action avec rigueur. Ouais, moi je trouve franchement que à partir du moment où tu as des choses dans Claude MD, je veux dire le Claude MD racine, j'ai aucun problème. C'est dans les Claude MD projets que parfois ils zappent des trucs qui sont écrits mais avec des règles normalement extrêmement fortes. Super, je te propose aussi de parler un petit peu si on a fait le tour là de ce Claude MD, de ton workflow, on va dire de podcast. À quel moment est-ce que tu utilises l'IA? Parce que tu as quand même 16 skills pour gérer la post-production, enfin tout ce qui se passe un petit peu avant, la pré-prod et la post-prod notamment. Donc tu nous as préparé un petit visuel là que je trouve sympa pour illustrer un petit peu tout ça. Alors en plus, tu vois, en mode un peu méta, c'est Claude Design qui m'a préparé le visuel. Voilà, je le dis comme ça, c'est parce qu'effectivement, quand on a échangé en amont de cet enregistrement et que tu voulais que je monte le workflow, forcément, moi, comme je travaille toute seule, j'ai pas besoin de documenter parce que j'ai pas besoin de le transmettre à qui que ce soit. Donc, je me suis dit que j'allais demander à Claude de créer lui-même le design. Donc, ouais, j'ai 16 skills. J'ai à peu près 50 livrables par épisode. Je travaille avec 4 prestataires externes. Donc en fait, alors on va commencer. Alors moi, comme je te le disais déjà, et donc Claude m'a fait la petite étiquette. Il y a rien qui est 100% automatisé ou du début à la fin, je vois pas, etc. Moi, j'ai énormément d'interactions humaines à la fois dans les conversations et aussi j'ai des moments où, tu vois, typiquement sur la partie distribution, je fais moi beaucoup de copier-coller parce que c'est le moment où je vais retravailler un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un vrai choix. Alors déjà, il y a la pré-prod et c'est là que ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Alors attends, parce que voilà, ça m'a fait gagner beaucoup de temps la pré-prod parce que c'est vraiment le truc où je m'étais dit que le dossier invité, j'y arriverais jamais en fait. Donc en fait, quand un invité me fait l'honneur de dire oui pour venir à mon podcast, je vais préparer un dossier invité où je vais faire énormément de recherches. Et là, tu vois, typiquement, c'est là que Claude me fait gagner un temps fou. Moi, je lui donne le PDF du profil LinkedIn pour être sûr, tu vois, qu'il se trompe pas de la personne. Et puis parce qu'il y a beaucoup de profils LinkedIn que Claude n'arrive pas à lire tout seul. Je lui donne des notes, parce que comment moi je connais la personne, etc. Parce que ça peut angler aussi certaines recherches. Et lui va me demander quand il trouve des YouTube. Alors Gemini, il n'a pas ce problème-là parce que c'est Google, mais Claude n'arrive pas à extraire les transcripts YouTube. Donc ou les transcripts de Spotify quand tu as des podcasts qui ont un transcript sur Spotify. Donc là, c'est moi qui vais les chercher. Donc il fait plein de recherches web. Il va ensuite m'identifier des moments de bascule et il va commencer à me rédiger la bio. En fait, et commencer à se dire ok, ça ce serait intéressant, etc. Donc mais tu vois, quand je dis
que j'échange avec lui, je l'engueule, tu vois. Là, j'ai un exemple où il manquait des sources, j'avais pas du tout. Enfin, moi, j'ai vraiment besoin d'avoir les sources parce que je veux absolument aller vérifier, aller relire des citations, etc. Et donc là, il va me sortir. Donc là, je vais. Alors, je crois qu'il faut que je change ce que je partage parce qu'en fait, j'ai des templates. J'ai créé dans Notion des templates. Et donc, Claude va me faire les recherches et va aller ensuite, tu vois, voilà, il va aller me remplir output de la skill 1 à coller ici, ça c'est, et donc il va aller me remplir le parcours et contexte, le moment de bascule, les phrases conviction, un draft, des questions et la liste des sources et puis les trous d'infos parce que parfois on se rend compte qu'il y a tel moment dans LinkedIn, on voit qu'il est passé quelque part, mais en fait il en a jamais parlé ou elle en a jamais parlé et on sait pas et on sait pas ce qui s'est passé. Donc ça c'est un des trucs plutôt chouette, c'est qu'en fait j'interagis avec Claude dans Cowork, mais ensuite il va directement tout me mettre dans Notion parce que sinon les outputs de Claude Cowork c'est des points MD. Et les points MD, moi je trouve ça assez difficile. Alors il peut te faire du point doc, hein, mais je préfère vraiment qu'il aille les mettre dans Notion. Ensuite, il va aussi me créer une page invitée. Donc j'ai mon template Notion épisode à moi pour moi travailler et j'ai un template Notion d'une page qu'on va partager avec l'invité qui va lui permettre de mettre tu vois les liens à mettre dans les notes d'épisode, etc. et qui va l'inviter à faire mon fameux quiz décideur puisque c'est grâce à ce quiz que j'ai décidé de lancer le podcast et que je vais analyser les dissonances ou les cohérences. Donc l'invité va recevoir sa page invitée qui a été créée par Claude Cowork. Et en fait, je me suis rendu compte que une fois sur deux, l'invité, il le remplit pas. Ça, je connais ça. Voilà. Donc, j'ai créé un petit skill qui tourne tous les matins. Et donc, c'est une tâche répétitive qui va aller vérifier, en fait, parce que donc le quiz, c'est un Google Form, mais donc un Google Sheet. Donc, j'ai le Google Sheet, ça a Claude y a accès. Et il a accès au Notion dans lequel j'ai la liste des invités et la date d'enregistrement. Parce que moi, je demande, et en fait, il va me mettre un petit feu. Donc, si l'enregistrement est à plus de 20 jours, il ne met rien. Si l'enregistrement est à moins de 20 jours et que c'est pas rempli, il me met un feu orange. Et si c'est à moins de 10 jours, il me met un feu rouge. Et si le quiz est rempli, quelle que soit la date, il me met un feu vert. Et donc, comme ça, moi, tous les matins, alors là, tous les quiz sont remplis sur tous les enregistrements que j'ai jusqu'à fin juin. Donc, je le relancerai, je l'ai mis en pause, je le relancerai en septembre. Mais au moins, ça m'évite d'aller regarder le Google et de me dire, oh là là, qui est-ce qu'il a rempli, etc. Donc, ça change la vie. Hein. Ça change la vie. Vraiment, je suis, pareil, en podcast de mon côté, c'est un petit truc, mais qui me change la vie. Pareil, c'est de me dire, est-ce que, en fait, là, par rapport à mon pipeline d'invités, est-ce que, en fait, je suis susceptible d'avoir un trou dans ma programmation dans les semaines à venir? Est-ce que il faut que je rajoute des invités? Est-ce que je dois relancer un tel? Et en fait, c'est toutes les petites choses déjà sur lesquelles on va procrastiner spontanément parce que on a peur d'avoir un coup de stress. Et donc là, vraiment, ça t'enlève tout le côté émotionnel où ça va checker de manière automatique pour toi. Et après, t'as plus qu'à faire action. T'as pas à réfléchir de te dire, ah mince, qu'est-ce que je dois faire? Exactement. Donc, tu vois, et évidemment, je l'ai construit avec Claude. Hein, donc, je lui ai dit, voilà ce qu'il me faut. Tu vois, à partir du podcast, je pense qu'il me faut un tracker, une alerte, et voilà les dates d'interview, voilà le quiz. Enfin, je te rappelle où sont les choses. Hein. Et en fait, au début, j'avais dit feu rouge seulement, et puis je me suis dit non, je vais faire un feu orange aussi. Et donc voilà. Donc ça, tu lui fais la requête, tu lui dis, fais-moi un. Alors ça, en fait, ça sort tous les matins. T'as l'automatisation. Hein. Ouais, t'as l'automatisation dans Claude. Là, je vous ai fait une copie d'écran pour flouter parce que voilà, je veux pas déflorer qui je vais avoir dans le podcast dans les mois qui viennent, mais c'est vraiment. Je l'ai eu tous les matins. Donc tu vois là, il y avait pas de feu orange ou rouge encore. Je suis arrivée à des feux rouges, à 2 feux rouges où j'ai dû relancer les invités, mais du coup je savais. Tu vois, je savais les relancer au bon moment et parce que tu les relances évidemment à l'orange aussi. Enfin, comme tu dis, c'est le passage à l'action directe. J'ai pas besoin de passer du temps à ouvrir un Google Sheet, à me dire attends lui je l'enregistre à quelle date déjà, calculer 10 jours dans ma tête. Enfin, tu vois, voilà. Donc ça c'est quand même le truc où je trouve pour moi l'IA c'est sur ce genre de petits détails
que tu gagnes pas seulement du temps, tu gagnes vachement de charge cognitive en fait. Tu gagnes vachement de charge mentale. Donc ça c'est cool. Ensuite, une fois qu'ils ont rempli le quiz, le quiz me sert en fait à préparer l'interview. Donc Claude, il va aller, alors il va me calculer automatiquement du Google Form, il va me calculer automatiquement évidemment le résultat. Et comme j'ai dans le Google Form, je l'ai fait en Google Form pour que on puisse avoir l'intégralité de chaque réponse, parce que sur mon site internet, t'as que le résultat, je n'enregistre pas l'intégralité des réponses des gens qui le passent. Donc ça va me permettre en fait d'avoir un vrai profil décisionnel et d'identifier les 2-3 questions du quiz sur lesquelles il y a un sujet. Et donc ensuite on a une skill, donc il y a une skill donc d'analyse du quiz et il y a une skill de préparation vraiment, tu vois, et où on a des échanges, tu vois. Et là typiquement, je t'ai mis un extrait d'une préparation d'interview avec Carlos Diaz. Celui-là, il est déjà diffusé. Je vous invite à le regarder. Il est très bien, mais où en fait, il me propose des choses et je suis pas d'accord avec lui. Tu vois, j'apporte mes angles. Tu vois, il y avait une question que je voulais absolument lui poser que Claude n'avait pas identifiée. Donc c'est vu tous les médias qui sont rachetés par des grands de la tech, est-ce que Silicon Carnet va être vendu? Et c'était une question à laquelle Claude il a pas pensé, tu vois. Oui, mais ça fait partie de toi, ta perception, des choses qui sont pas disponibles, voilà, sur Internet, parce que c'est pas sur ce sur quoi il a été entraîné. On est sur un scénario complètement alternatif. Et c'est pour ça que c'est important d'être dans un flow vraiment conversationnel. Enfin, en tout cas, moi, j'imagine pas de donner un truc à Claude, de prendre le résultat et d'annoncer, si tu veux, un truc sur lequel j'ai pas été partie prenante de la préparation, parce que en revanche, je gagne un temps fou. Je pense que je gagne en qualité. C'est-à-dire, non seulement je gagne du temps, mais je pense que je gagne en qualité. Je pense que Claude va aller remonter des choses que moi j'aurais pas vues, parce que il est il est imbattable en recherche par rapport à moi. Forcément, il va me proposer des angles auxquels j'aurais pas pensé. Donc, et à nous deux, je pense vraiment qu'un plus un égale 3 en fait. Et là, donc du coup, on est d'accord, hein, il y a au-delà des tâches, des routines qui tournent chaque matin, par exemple, à chaque fois, c'est toi qui fais action pour lancer le prochain skills et interagir avec lui jusqu'à ce que tu sois satisfaite de la réponse. Absolument. À part le tracker là qui est ici, que je vous ai montré, qui lui tourne tous les matins, le reste c'est moi qui dis qu'on lance, et en plus on échange dans la conversation ou en fichier MD, et il ne met dans Notion, je vous ai montré les templates, que quand moi je suis satisfaite que c'est de bonne qualité. Donc c'est même pas, quand je dis qu'il lance pas automatique, c'est même le déposer dans Notion, il le fait pas. Je crois que justement à la fin on vous fera des petits exemples de comment est-ce qu'on set up ce genre de tracker sur Claude. Voilà, mais je te laisse poursuivre parce que le temps avance et je sais qu'on a aussi des skills à présenter derrière. Le temps avance. Alors bon, l'enregistrement, il se passe rien, évidemment. Je vais juste récupérer le transcript en fait, parce que du coup, les skills suivants après l'enregistrement, dans lequel évidemment c'est moi face à un invité, il y a absolument pas d'IA dans notre conversation. Je vais récupérer le mix voix. Alors on est filmé puisque j'enregistre en studio, on est filmé. Mais moi je vais récupérer du studio le mix voix de façon à pouvoir le donner à Nuta, qui est un outil IA qui a rien à voir avec Claude, mais qui est pour moi l'outil de résumé de réunion que je préfère. Et on fait un petit coucou à Alexandre, le CEO de Nuta. Comme ça va me sortir un transcript brut, donc c'est pas encore monté, mais comme j'enregistre dans les conditions du direct, ça me permet quand même d'avoir ce qui s'est dit, parce que moi, ce qui est important, là, on n'est pas en train de faire du chapitrage ou de l'eurodatage. Moi, ce qui est important, c'est ce qui s'est dit pour pouvoir ensuite générer toute la partie post-production. Et donc là, on va rentrer dans la partie post-production, et c'est là que j'ai le plus de skills et le plus de livrables. Donc déjà, il va me nettoyer le transcript, et ça c'est très intéressant parce que quand il va nettoyer le transcript, il va me demander. Alors, il s'appuie en fait sur ce qu'on s'est dit dans la préparation, tu vois, des noms d'entreprises dans lesquelles la personne a été, etc., pour corriger des erreurs de transcript. Ce qui est très important ensuite quand il va aller préparer la diffusion, parce que il faut pas qu'on épelle mal le nom de la personne, le nom d'entreprise, enfin tu vois, ce genre de sujet. Donc c'est une étape qu'on oublie souvent, ça, mais c'est que l'IA n'est pas parfaite, donc souvent de mettre une IA qui corrige une autre IA, donc là en l'occurrence Claude qui corrige les erreurs de transcript de Nuta, parce que Nuta il a zéro contexte, donc il est forcément moins bon.
bah en fait c'est vachement bien. Il va me proposer quel clip sortir à partir du transcript, il va me proposer des titres et des textes de miniatures, il va me proposer des descriptions, des résumés audio. Ça, j'imagine qu'à la base, tu avais donné un petit peu des templates de ce que toi, tu avais en tête. En tout cas, peut-être une structure cible de dire, bah en fait, il y a un titre, le titre, c'est tel type, tel arc narratif. La description, ça doit être problématisation avec des petits bullet points de qu'est-ce qu'il y a dans l'épisode. J'imagine que voilà, tu lui as donné de la matière et ça sort pas de nulle part. En fait, j'ai travaillé avec absolument, j'ai travaillé avec Mélanie Hong, qui a Bonjour Podcast en fait, qui a la marketing machine, la podcast marketing machine. Donc on a travaillé ensemble. Elle m'a créé pas mal des skills dont je vais parler aujourd'hui. Qu'ensuite je suis encore en train de les améliorer puisqu'on va en parler, la boucle d'amélioration. Mais elle m'a créé quand même, moi qui connaissais pas du tout YouTube par exemple, tu vois. Enfin, j'ai mal à chaque fois que je valide une miniature, mais je sais que c'est ça YouTube, mais c'est pas du tout moi en fait, tu vois. Donc il fallait que j'avais besoin de quelqu'un qui s'y connaissait parce que moi j'aurais fait des trucs qui auraient jamais marché en fait, parce que je l'aurais fait à mon goût à moi. Mais là j'ai pas demandé le goût de l'IA, j'ai demandé le goût de quelqu'un qui s'y connaît parce que je considère que voilà il faut aussi, enfin elle a quand même mis un peu de moi dedans, tu vois, mine de rien. Et donc déjà voilà, j'ai fait appel à quelqu'un qui m'a créé en fait toute cette architecture et la version 0, 1, 2 qu'on a travaillé ensemble des skills. Maintenant, je me rends compte qu'en fait, j'utilise pas forcément tout, que j'ai changé des façons de faire, donc je continue de les améliorer, mais sans elle, j'aurais jamais pu y arriver. Et il y a également des exemples de ma voix et tout ça. Et donc typiquement. Donc là, tu as une capture à l'écran. Voilà, là j'ai une capture à l'écran à partir du transcript brut de Carlos. Donc là, on a le fameux Ask User Question où vous voyez en fait le résultat. Donc la question, vous voyez le résultat du QCM. Et tu vois, moi je lui dis toujours d'y aller par bloc parce que je veux que ça fonctionne. Enfin, je veux vraiment qu'on échange. Et tu vois, le transcript, je le corrige. Ouais. Et de manière extrêmement poussée. Là, pour le coup. Bah, quand il se trompe sur qui a dit quoi, c'est hyper important en fait. C'est-à-dire que le problème de tous ces flux là, on met un truc au début, tu sais, j'ai l'impression de voir, c'est comme la loue la cuisse, tu sais, tu mets un truc au début, puis t'as le truc de Ploucastel qui sort à la fin. Enfin, non quoi, c'est ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas suffisamment robuste. Pas au début, en tout cas. Voilà, c'est pas robuste. Donc peut-être que dans 6 mois, on y sera déjà. Hein, je dis pas que ça n'arrivera jamais, mais je dis juste qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Donc et encore une fois, s'il n'a pas un transcript propre, en sachant qui a dit quoi et avec les bonnes, tu vois, quand il me parle de quarter ou de l'hacienda qui m'écrit LA plus loin SIENDA, dans les contenus que je vais produire, je vais en parler. Donc il faut que ce soit fait correctement une fois pour toutes. Ensuite, donc ça en fait, comme c'est dans ma page Notion, le gros avantage de ma page Notion et pourquoi j'ai pas fait que des fichiers MD aussi, non seulement c'est plus facile à lire, mais c'est aussi partageable. Parce que moi je travaille pas toute seule sur mon podcast, j'ai un monteur pour l'ensemble, un monteur qui fait les shorts, une graphiste qui fait les miniatures, et j'ai même une graphiste qui me fait des carousels sur LinkedIn. Donc tout ça, voilà, c'est partagé. Je leur dis sur WhatsApp, c'est bon, tel épisode est sorti, voilà. Et puis t'as le connecteur natif sur Notion, enfin le MCP avec Claude. T'as le MCP qui fait que Claude en fait me remplit Notion automatiquement, et moi j'ai plus qu'à dire sur WhatsApp à mes prestats. Tel épisode, il y a les propositions d'IA. Voilà. Que moi, je revois aussi, évidemment, encore une fois, hein, vous avez vu ce que je fais sur les transcripts, vous imaginez ce que je fais sur les livrables. Mais donc ensuite, il va évidemment, une fois que le montage est fait, je vais lui donner un transcript définitif pour qu'il me fasse un deuxième transcript nettoyé et le chapitrage de YouTube avec les eurodatages que je fais vérifier aussi, hein, attention, je le laisse pas. Et là ensuite, il va me créer un article de blog, aussi un extrait pour ma newsletter, un extrait pour mon Substack et plein de choses pour mes réseaux sociaux. Et là, tu vois un nouvel exemple sur les angles. Donc, il commence toujours par me proposer 10 angles sur LinkedIn. Pour moi, c'est quand même la base de tout parce qu'après, c'est quand même ça qui est intéressant. Et derrière, moi, j'ai pas trop de mal à écrire, même s'il va me faire un premier jet, j'ai pas de mal à le reprendre à l'écriture. Mais là, tu vois, je lui enlève des angles et j'en rajoute en fait, tu vois. Donc là aussi, demandez pas directement à Claude. Moi, mon avis, c'est qu'il faut pas demander à Claude de rédiger des trucs en fait.
Faut vraiment passer par les étapes par lesquelles toi, en tant qu'humain, tu passes aussi, tu vois. Et surtout, il faut lui donner la définition d'un angle. C'est-à-dire que l'angle, ça veut tout et rien dire pour lui. Sinon, on va l'interpréter. Et j'ai fait l'exercice là dernièrement là-dessus sur un skill justement pour le repurposing de contenu de ce podcast. Et en gros, j'ai essayé de mettre des mots sur, en fait, c'est quoi un angle? C'est quoi? C'est peut-être une pensée un peu contrariante que l'invité a pu développer. C'est une anecdote. C'est un passage très très fort dans sa vie. Enfin, je caricature, mais voilà. Et c'est une collection de tout un tas de paramètres qui fait que tu peux avoir un angle auquel te raccrocher. Donc ça, c'est aussi hyper important, c'est de bien définir, de donner des définitions sur des termes qui nous semblent logiques, mais pour une IA, si on veut éviter qu'elle invente et qu'elle parte dans tous les sens, c'est important de les définir. Alors moi, tu vois, ça se voit ici sur cette capture d'écran, moi, la définition d'un angle, c'est une friction. Et donc moi, je lui demande qu'il me donne l'angle et la friction. Parce que comme moi, je travaille sur à rajouter de la friction pour les dirigeants, pour alléger leur dette décisionnelle, si tu veux, cette friction-là, elle est clé parce qu'encore une fois, l'angle pour moi est pas forcément la vision de l'angle pour quelqu'un d'autre. On a aussi nous des points de vue, des convictions et puis une ligne éditoriale dans laquelle il faut aussi que ces angles viennent. Donc moi, la définition de l'angle, t'as tout à fait raison de le préciser. Moi, ma définition de l'angle, c'est je veux qu'il me remonte des frictions, en fait. Parce que c'est ça aussi qui fait le sel de tout ça. Donc ensuite, je vais programmer. J'envoie des propositions, enfin une proposition de carrousel que je retiens, je l'envoie à une deuxième graphiste pour une mise en forme. Mais voilà, donc je vais programmer sur YouTube, sur Ocha, sur mon LinkedIn perso, sur le LinkedIn du podcast, sur l'Instagram, sur mon Instagram perso. Et puis donc le truc sur lequel je veux presque passer le plus de temps, en fait, c'est parce que c'est ça moi c'est le message que je veux passer, c'est pas tant mon setup, c'est la boucle d'amélioration continue, en fait. C'est-à-dire que non seulement il y a des échanges avec l'IA à chaque fois, mais en fait, à chaque fois que je me rends compte que il fait des erreurs, je lui dis qu'est-ce que tu peux modifier dans tes instructions pour arrêter de faire l'erreur. Et donc du coup, il change les skills au fur et à mesure parce que moi je me rends compte qu'il est pas parfait, tu vois. Et par exemple, on s'est rendu compte que sur certains invités, la page Notion devenait très lourde parce qu'il y avait beaucoup de recherches, beaucoup de sources et tout ça. Et donc, il me mettait juste, c'est dans le fichier MD, va sur le dossier. Sauf que moi, le fichier MD, ma graphiste et mes monteurs, ils ont pas accès. Donc, je lui ai dit, il faut un workaround. Donc, le workaround, moi, j'ai dit, tu vas me créer juste un lien vers une sous-page, en fait, parce que ça, ils peuvent cliquer dessus. Et donc je lui ai dit vas-y, change les instructions des skills, mais parce que parfois le workaround que lui il trouve, ça t'arrange pas en fait. Donc du coup et en plus moi qui ai plein de skills, il fallait qu'il la répercute sur plein de skills et tout, donc voilà. Donc c'est pour moi le message, c'est vraiment cette boucle d'amélioration continue. Quand vous vous rendez compte qu'il a fait une erreur qui risque de se répéter, c'est pas une erreur de contenu, c'est une erreur de process, alors ça veut dire que il y a un truc à changer dans ces instructions. Il faut essayer de le comprendre. C'est là où des fois il faut respirer un bon coup et pas commencer à être dans un discours un peu frontal avec l'IA, même si c'est très tentant de se fighter avec Claude ou ChatGPT, mais c'est là où il faut essayer de comprendre en disant en fait voilà, j'ai plus envie que ça se reproduise, on trouve des solutions et donc ouais. Sur là tous les skills là que tu as présenté, en tout cas dans les grandes lignes, c'était quoi le skills peut-être le plus compliqué à construire, sur lequel tu as le plus itéré, et du coup, qu'est-ce que tu en as appris? Alors, ce que j'ai eu le plus de mal à construire, c'est la préparation de l'interview. Parce que, en fait, au départ, j'avais l'analyse du quiz et l'interview dans le même skill, pardon. Et en fait, parce que c'est vrai que c'est à partir de l'analyse du quiz que je construis l'interview. Alors, il y a aussi le dossier invité sur toutes les recherches, mais et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment découper. Parce que sur l'analyse du quiz, déjà, j'étais pas forcément d'accord avec lui. Donc, il fallait quand même qu'on échange beaucoup. Et ensuite, sur la préparation de l'interview, l'idée, si tu veux, c'est que ça me ressemble, c'est que j'ai le moins à reprendre possible, quand même, donc, il fallait, tu vois, que j'ai dû lui donner beaucoup d'exemples
par exemple, sur la rédaction de la bio, il m'en a fait une fois sur deux, elle était très correcte, je veux dire à 80% bien, ce qui du coup me va. Hein, moi, 80% ça me suffit. Je reprends de toute façon 100% des livrables. Et puis parfois, elle était à 20% bien. Et là, pour le coup, moi, il faut que je me replonge dans le dossier invité. Enfin là, c'est beaucoup plus lourd en fait. Si c'est que de la formulation, mais que je pense que tout y est, c'est pas la même chose que si c'est vraiment. Mais en fait, t'as laissé des pans entiers de la vie de l'invité dehors. Donc j'ai dû vachement travailler avec lui pour comprendre pourquoi dans certains cas il l'oubliait. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qu'il lui faut, c'est des exemples, des exemples, des exemples. En fait, d'écrire, c'est un peu ce qu'on tu disais sur langue, tu vois. Nous, on utilise des mots que l'IA, qui a été entraînée sur le web entier, elle a pas forcément la même définition que nous. Et c'est pour ça, tu vois, je t'avais dit dans le ma voix et tout ça, je lui donne des exemples avant-après. Ben en fait, c'est pareil. Et la bio que j'ai réécrite pour ma première invitée, je lui ai donné et je lui en ai rajouté petit à petit 2 ou 3 autres que j'avais réécrits et maintenant j'ai plus le problème de rédaction de la bio. Je suis à 80% à chaque fois. Tu vois, là, tu es au tout début et je suis exactement confronté au même, à la même problématique. C'est que j'en suis au tout début de ce nouveau podcast. Et donc, le temps que je valide des premiers assets, il n'a pas forcément le bon set d'exemples. Tu vois, j'avais un set d'exemples qui était sur SaaS Club, donc mon ancien podcast. Mais c'est sur une thématique différente, avec des objectifs différents. Et donc, forcément, les exemples, ils sont pas totalement parfaits. Et donc, c'est important par la suite de mettre à jour avec des exemples un peu plus frais qui ressemblent un peu plus à l'output visé. Exactement. Donc voilà, donc c'est ça que je dirais, c'est vraiment cette histoire d'exemple. Alors pour clôturer un petit peu l'épisode, j'avais parlé en amont d'une tâche que tu pourrais nous montrer en direct à travers Claude Cowork. Donc je te propose de finir en beauté sur cet exemple-là. Donc là, je vais vous montrer mon Claude. Donc en fait, vous voyez, Claude. Donc là, tu es dans l'interface Cowork, hein, juste pour les gens qui. Là, je suis dans l'interface de Cowork. Donc à gauche, vous voyez dans programmer en fait. Hein, donc j'ai créé 4 choses. Il y en a 2 que j'ai mis en pause. Le podcast Quiz Tracker, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Il est en pause parce que là, j'ai plus d'enregistrement prévu. Donc c'est pas la peine qu'il tourne tous les matins et qu'il consomme des tokens alors que tous les quiz sont remplis. Il y a plus de sujet. Et donc la fameuse newsletter. Dont je vérifiais en fait, mais là c'est pareil, j'ai enregistré avec cette personne, donc maintenant j'en ai plus besoin. Le briefing matinal, c'est du lundi au vendredi, donc il va me faire mon résumé de la journée à 7h du matin. Donc vous voyez, vous pouvez en plus les planifier une fois, les planifier en récurrent, et on peut tout à fait configurer en fait n'importe quelle tâche. Si par exemple là je lui dis je veux une alerte à chaque fois que AI Club sort un nouvel épisode de podcast. Bon, faut jamais oublier de le mettre dans le projet, mais enfin, celui-là, en l'occurrence, il en aura pas besoin. Alors après, faut voir s'il arrive à trouver la bonne chaîne. Là, tu lui as même pas donné la chaîne. Hein. Et donc là, il me dit, OK, je trouve pas la fin. Je veux pas perdre de temps parce que moi, je vous rappelle que dans mes instructions, il y a le token, comme je veux qu'il minimise les tokens, il a dans mes instructions le fait qu'il ne fait pas de recherche avant de me demander si moi j'ai l'info. Parce que comme encore une fois, moi je laisse pas tourner, contrairement à d'autres gens, alors je suis sûre que tu vas avoir des invités qui font des trucs géniaux en laissant tourner sur un Mac mini des trucs et en allant faire autre chose. Moi, c'est pas du tout mon usage en fait de l'IA. Moi, je suis toujours dans l'interaction en fait avec lui et donc il me dit toujours je lui ai dit de ne jamais lancer des recherches parce que ça consomme des tokens. Pourtant, je suis sur le plan max, hein, mais même voilà pour et puis moi aussi, ça me permet d'être beaucoup plus présente. Donc voilà. Donc en fait, tu fais comme ça. Alors si je vais sur YouTube, du coup, je vais aller sur YouTube. Ah tiens, je te le passe là, le lien. Hop, dans le chat. Tu as un petit chat. Dans le chat, voilà, ça sera beaucoup plus efficace. Donc mon Claude, j'y reviens. Voilà la chaîne. Bon là je le fais évidemment en tapant, mais sinon il y a Whisperflow ou Super Whisper pour
Voilà, pour dicter, si vous préférez dicter. Alors, tu vérifies. Donc là, il te fait une ask user, hein, d'ailleurs. Hein. Il te demande à quelle fréquence. Ah oui, d'ailleurs, il me l'a fait. Voilà. Donc, je veux un email une fois par semaine. Voilà. Non, attends. Mets-le-moi ici seulement, pas par email. Le samedi matin, 8h. Voilà. Donc là, en fait, il va me créer une tâche. Et on voit Create Scheduled Task. Donc, c'est vraiment une tâche récurrente qui va apparaître, en fait, à terme dans les trucs programmés. Donc là, il mouline un petit peu. Donc là, il mouline. Mais en plus, je suis passée sur Opus. J'aurais peut-être pas obligé de faire du Opus pour ça, mais bon. Ah oui, Opus, oui, là, pour le coup. Ouais, je suis sur Opus. Ça va que c'est une tâche très rapide. Hein. Ouais, c'est pour ça que c'est. Donc là, moi, je lui dis, je l'autorise en fait à planifier, parce que ça, j'ai des restrictions aussi sur mon Claude. Il y a plein de choses qu'il peut pas faire si je valide pas un par un. Et donc là, il me dit que c'est bon. Alors, on va aller dans le schedule, alerte et iClub podcast. Voilà, donc là, il m'a créé, vous voyez, toutes ces instructions là. Moi, j'ai rien écrit en fait. Il le déduit par lui-même sur la base du ask user. C'est lui qui a rédigé ces instructions sur la base de ce que je lui ai dit. Et on peut donc l'exécuter maintenant. Lui, normalement, il le fait tourner samedi, hein, donc on sera le 20 juin à 8h. Mais je peux lui dire de l'exécuter maintenant. Donc, elle apparaît ici. Donc, elle n'est pas dans les récents, elle est dans les programmés. Et donc là, il est en train de la lancer. Là, il verra qu'il n'y a toujours rien au moment où on enregistre cet épisode, puisqu'on est en phase d'enregistrement, justement. Et voilà, il me dit return empty content. Alors, il retraille, hein, parce qu'il réessaye, parce qu'il doit pas aimer de rien avoir. Mais voilà, enfin, c'est pour montrer à quel point, en fait, aujourd'hui, alors, il y a plein de gens qui parlent du loop engineering ou du recursive self-improvement, qui est que donc l'IA code l'IA. Mais en fait, ce principe-là de l'IA fait travailler l'IA, ça s'applique pas forcément qu'au code informatique. Moi, je suis pas développeuse, mais j'utilise énormément l'IA pour qu'elle me permette de lancer des choses. Et donc là, voilà. Donc il a cherché en anglais, hein, il s'est parlé à lui-même en anglais. Et ensuite, comme avec moi, il parle en français, il me répond rien de neuf côté iClub cette semaine. Aucune vidéo, son flux public est vide. Voilà. J'ai créé une baseline vide. C'est une super conclusion, ce petit exemple qui montre bien à quel point c'est pas si compliqué. Justement, ils ont quand même réduit la barrière au maximum. Et surtout que là, on l'a fait, on l'a fait vraiment dans le temps. On n'a rien accéléré, quoi. On l'a fait en live, donc vous voyez à quel point c'est rapide, en fait. Complètement. Bon, avec Opus, bon, ça reste quand même une tâche qui était pas très complexe en tout cas, et donc. Non, j'aurais dû prendre Sonnet. J'ai pas fait gaffe et j'aurais dû prendre Sonnet. Ouais. Top. Bah écoute, merci beaucoup Laura pour ton partage. On mettra les infos en description concernant ton podcast et newsletter. Et puis j'espère que ça vous aura été utile. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks en commentaire sur YouTube ou sur Spotify, puisque vous le pouvez également, et à vous abonner si vous avez apprécié l'émission. À très vite pour un nouvel épisode.